Bonjour à tous, bienvenue au Talk. Aujourd'hui, nous recevons Jérôme Grandénon, ancien directeur de campagne de Bruno Le Maire, qui a rejoint début février Emmanuel Macron, donc Jérôme Grandénon qui est en marche. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Talk. Il y avait le premier débat totalement inédit dans cette campagne présidentielle, débat 5 sur TF1. Alors, première question, qui a gagné selon vous hier soir ? Il ne s'agit pas de désigner un gagnant, mais plutôt de tirer des enseignements de ce débat. Il y a plusieurs enseignements à tirer à mon sens. Le premier enseignement, c'est l'excellente tenue de ce débat. J'ai trouvé qu'on avait là un débat politique qui était du niveau de ce que les Français pouvaient attendre du débat d'une présidentielle. C'est-à-dire des candidats qui ont débattu sur le fond, qui ont débattu assez calmement, mais avec vivacité. Honnêtement, on ne s'est pas ennuyé. Et vraiment, on a eu un débat qui honore la vie politique française. Le deuxième enseignement, c'est qu'effectivement, c'était pour au moins l'un des candidats, Emmanuel Macron, c'était la première vraie confrontation. Ouais. C'est lui qui avait le plus à perdre ? C'est certainement celui qui avait le plus à perdre, parce que c'est lui qui était le plus attendu. Et donc, ça fait un an qu'il suscite petit à petit une attente de plus en plus importante, que les foules se pressent à ces meetings, parce qu'il présente autre chose, une nouvelle façon de faire la politique, un nouveau discours. Et donc, évidemment, il était attendu face aux anciens, à quelques anciens. On peut considérer peut-être que Benoît Hamon, lui aussi, est nouveau. Et le résultat, c'est qu'il a remarquablement répondu aux attentes, au-delà de ce qu'on pouvait peut-être même espérer, aux attentes qu'il a suscitées depuis des mois. Alors, le Financial Times, quotidien britannique, n'est pas complètement de votre avis, même pas du tout d'ailleurs. Pour lui, Macron a raté son débat face à Le Pen et Fillon. Je n'ai pas lu le Financial Times ce matin. Mais comment vous pouvez expliquer là D'abord, ce genre de commentaire est toujours extrêmement subjectif. Vous n'attendiez quand même pas de ma part que je dise que Macron était mauvais. Mais en l'occurrence, d'abord, je vois les sondages juste d'après l'émission d'hier soir, qui quelque part confirment mon propre sentiment, qu'il a été convaincant. Il apparaît, d'abord, solide. C'est sur cette solidité, évidemment, qu'on l'attendait, sur la crédibilité du discours. Et puis, il y a un élément très, très clair qui s'est imposé, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est le seul vrai opposant à Marine Le Pen. Et ils ça ont s'est dessiné de cours du débat. Ce duel, au fond. Comme si finalement le premier tour était déjà passé. C'est pas un peu risqué ça de se dire allez, on s'adresse qu'à Marine Le Pen, c'est ma principale opposante, et on enjambe le premier tour. Encore une fois, c'est plutôt Marine Le Pen qui est allée chercher ce conflit. Non, je pense quand même, on a eu quand même de chacun des candidats d'abord des débats de fond. On n'a pas cherché juste la lutte pour la lutte. Et puis, mais derrière cela, simplement, on a bien vu qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, étant le nouveau, étant celui qui apporte quelque chose, un espoir dans le monde politique français, c'est lui qui a concentré quelque part les hostilités. Et c'est de ça, on se l'attendait au départ. Il a souvent dit, en regardant François Fillon, qu'il était d'accord avec ce que venait de dire François Fillon sur plusieurs thèmes. C'était une stratégie pour rassurer un électorat dont il aura besoin au second tour. Vous savez, et il l'a dit aussi à un moment pour Jean-Luc Mélenchon. Mais plusieurs fois sur François Fillon quand même. Ce qui est quand même amusant, c'est que nous sommes dans un paysage politique en France qui est devenu tellement crispé qu'on trouve très étonnant qu'un dirigeant politique puisse, sur un point ou sur un autre, affirmer son accord dans un débat politique. C'est vrai que c'est nouveau. On attendait ces débats compassés où chacun campe sur une position et ne doit surtout pas apparaître comme connivant, comme étant d'accord avec son contradicteur. Là, on a quand même un nouveau discours politique qui n'hésite pas, même sur un plateau, même dans ce débat, à affirmer que tout le monde peut avoir de bonnes idées, de bonnes positions. Il y a une démarche là très pragmatique et qui effectivement est très nouvelle dans notre paysage politique. Et en même temps, politiquement, la réalité, c'est qu'il va avoir besoin, si jamais c'est lui qui est au second tour face à Marine Le Pen, des voix de François Fillon. Donc il y avait aussi un intérêt politique à le faire. Oui, mais de toute façon, son positionnement aujourd'hui, ni droite ni gauche, ou et droite et gauche, qu'il assume tout à fait, est tous à la fois un positionnement évidemment très pragmatique, à la fois la traduction de l'échec d'un système politique qui est à bout de souffle. Ni la droite ni la gauche n'a répondu aux attentes des Français. Et en même temps, effectivement, ça le positionne comme un candidat crédible
et pour pouvoir faire face à Marine Le Pen, parce que capable de récupérer à la fois des voix de gauche et des voix de droite au deuxième tour. Et comment vous réagissez, Luc Châtel, ce matin, reprenant justement ces moments où Emmanuel Macron disait qu'il était d'accord avec François Fillon, il dit allez, encore un effort, et il appelle à voter pour François Fillon. Au-delà de l'humour, il est clair évidemment que Emmanuel Macron est dans son discours, dans son aventure politique, et évidemment, ce n'est pas envisageable une seconde. Le bilan de François Hollande a été assez peu évoqué hier soir. Vous n'allez évidemment peut-être pas être d'accord, mais au fond, celui qui a le plus travaillé avec François Hollande, gouverné avec François Hollande, c'est Emmanuel Macron. Il ne s'est pas du tout même appuyé sur ce bilan. Non, parce que, à l'évidence, d'abord, le bilan de François Hollande, globalement, il est quand même triste et très négatif. Ouais. Les seuls éléments de modernité, peut-être, dans cette aventure, sont ceux qu'a apporté Emmanuel Macron lui-même, avec le pacte de responsabilité et puis la loi Macron. Là, on avait des éléments de modernisme, mais mis dans un océan de fausses mesures, de reculades. Et donc, non, Emmanuel Macron n'est pas responsable de ce bilan, n'a pas à l'endosser. Et aujourd'hui, il peut s'en démarquer très facilement. Vous avez été le directeur de campagne de Bruno Le Maire, qui incarnait le renouveau, que finalement Emmanuel Macron incarne. Pourquoi ça n'a pas marché avec Bruno Le Maire auprès des électeurs de droite au moment de la primaire, et semble-t-il, ça marche avec Emmanuel Macron? Alors, je pense que ça n'a pas marché pour une raison assez simple. C'est que le discours politique qui vise à se démarquer, discours grossièrement anti-système, qui n'est pas anti-système, mais qui vise à faire de la politique autrement, ne pouvait pas être audible dans le cadre d'une primaire. Et se placer avec Bruno Le Maire, on s'est placé dans le cadre de la primaire de droite. Et en fait, ce n'était pas l'électorat qui était prêt à écouter ce discours. Et on l'a bien vu au résultat, l'électorat qui est allé voter massivement et l'électorat très conservateur. Et donc cet électorat-là n'était pas du tout prêt à entendre ce discours-là. Je pense que l'intelligence d'Emmanuel Macron, ça a été justement de comprendre qu'il ne fallait surtout pas entrer dans la logique de la primaire pour crédibiliser ce discours. D'accord. Ce qui veut dire qu'au fond, Bruno Le Maire n'aurait pas dû participer à la primaire. Il y avait un chemin pour lui en dehors. Je ne suis pas du tout sûr qu'il avait un chemin en dehors. Ouais. Il n'avait pas les projecteurs braqués sur lui en tant que ministre des Finances. Il ne l'était pas. Donc là, les éléments ne sont pas comparables. Et on ne peut pas refaire l'histoire. Mais c'est clair que dans la primaire, c'est un discours qui n'a pas, on l'a bien vu, n'était pas audible. Quand vous avez rejoint Emmanuel Macron, vous avez dit « je vais lui apporter ma connaissance des personnels politiques de droite ». Vous avez convaincu certains de vos amis de droite de le rejoindre? Ce n'est pas du tout ça, justement. J'ai été précis. L'idée, c'est pas d'aller déboucher l'un ou l'autre, c'est pas ça. D'abord, je considère, et j'ai trop de respect pour la vie politique, chaque homme politique doit envisager ses engagements personnellement, et je ne vois pas en quoi je pourrais jouer un rôle pour en débaucher un. J'aime pas ce terme-là du tout. Disons, convaincre que c'est plus intéressant de rejoindre Macron. Encore une fois, entre politiques, ils peuvent échanger directement, ils n'ont pas besoin de mon intermédiaire. D'accord. Soyons juste un tout petit peu raisonnables. Non, moi, ce que j'apporte d'abord à Emmanuel Macron, très modestement, c'est 30 ans d'expérience des campagnes électorales. Et à force, on accumule. Quel est votre rôle au sein des Je n'ai aucun rôle opérationnel. J'échange avec Emmanuel Macron tout à fait régulièrement. Directement, justement sur la stratégie, avec en même temps une grande limite, c'est que j'ai beau avoir 30 ans d'expérience de campagne électorale avec un certain nombre de campagnes gagnées aux côtés de Jacques Chirac, ce qu'on constate depuis quelques mois, c'est qu'avec Emmanuel Macron, c'est qu'il torpille avec allégresse la totalité des lois de la physique politique française. Donc, même pour moi, vieux routier, ça incite quand même à beaucoup de modestie et beaucoup de prudence. Oui, parce qu'au fond, vous prenez l'exemple de Chirac. Chirac en 95, vous étiez là, il déjoue les pronostics des sondages. Le favori, c'est Édouard Balladur. Oui, mais on était quand même encore dans les... on a respecté les canons à l'époque de la politique et de la présidentielle, à savoir qu'on ne pouvait gagner une présidentielle que si effectivement on avait un candidat bien aguerri et une organisation derrière. Et parmi les éléments qui ont fait la différence, c'est que nous avions, le RPR, et donc une vraie organisation.
Emmanuel Macron, il prouve exactement le contraire. C'est que venant avec une expérience politique d'à peine 5 ans et une organisation qui existe, mais qui évidemment n'est pas structurée comme elle pouvait l'être, parce que simplement, pour le moment, ils n'en ont pas eu le temps, et il arrive quand même à émerger. Donc voilà, c'est vraiment un paysage nouveau. Paysage nouveau, et alors paysage assez surprenant autour d'Emmanuel Macron, parce qu'au fond, vous vous sentez à l'aise dans un environnement où vous êtes aux côtés de Robert Rue, de Patrick Brauzet, qui sont d'anciens communistes. Vous, le chiracien, vous avez quand même lutté contre la gauche pendant longtemps. Complètement. Mais je suis toujours de droite, il n'y a aucun problème là-dessus, je ne renie absolument pas mes engagements. Moi, mais alors, comment on cohabite, comment on vit avec... D'abord Emmanuel Macron n'est pas comptable de tous les ralliements qui ont pu se faire autour de son nom. Quand les gens disent « moi, ce type-là, il m'intéresse », oui, c'est pas lui qui est allé les chercher. Mais deux, surtout, moi, si j'ai décidé, très modestement, de suivre Emmanuel Macron, c'est dans la même logique qui m'a poussé à essayer à aider Bruno Le Maire, c'est que je suis convaincu que nous sommes à la fin d'un monde politique et qu'il faut passer le relais à une nouvelle génération qui sera beaucoup mieux à même de comprendre ce monde qui bouge. C'est tout. Et donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les anciens qui éventuellement rallient Emmanuel Macron, c'est ce que Emmanuel Macron, lui, jeune, talentueux homme politique, est capable d'offrir à notre pays. Alors, vous mettez le point sur peut-être le principal problème, c'est-à-dire qu'effectivement Emmanuel Macron lui-même incarne le renouveau, mais autour de lui, on a quand même plus l'impression que c'est un recyclage. Il y a Gérard Collomb, il y a Richard Ferrand, ce sont des élus socialistes. Et même... Non, vous n'avez pas cette impression qu'on le cherche, au fond, les têtes du renouvellement, on les a pas. Mais là, je pense qu'il y a eu une construction qui s'est faite très rapidement. Très, très rapidement. En un an, on n'a jamais vu ça. Du moins, sur 30 ans de vie politique, je n'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, l'enjeu, il est devant, il n'est pas derrière. Il n'est pas sur ceux qui ont pu l'aider à un moment donné à construire ce début d'organisation politique et à le mettre le pied à étrier et à le mettre en position aujourd'hui de gagner la présidentielle. Ensuite, c'est devant que ça va se passer. C'est dans quelle mesure les Français, et ça honnêtement, encore une fois, moi j'appelle à beaucoup de modestie, je ne sais pas, dans quelle mesure les Français ensuite, parce que à la législative, amèneront les candidats et cette jeune génération qui lui permettra, lui, de faire la politique avec cette jeune génération. L'enjeu aujourd'hui pour Emmanuel Macron, c'est de gagner les législatives derrière la présidentielle. Il y a une évidence, nous sommes dans un système parlementaire. Le président de la République, même élu au suffrage universel, ne peut gouverner, donc appliquer son programme, que s'il a une majorité à l'Assemblée. Donc la législative est un passage clé. D'accord. Dernière question, juste avant les questions des internautes. On parlait de renouvellement, vous évoquiez en disant ça, c'est devant lui. Alors pourquoi absolument vouloir avoir un Jean-Yves Le Drian, qui certes, s'il a été un très bon ministre de la Défense reconnu par beaucoup de gens, ça ne fait pas renouvellement non plus, ça fait quand même, là pour le coup, la poursuite du quinquennat. Non, mais alors, je pense que Jean-Yves Le Drian a prouvé qu'il était un homme politique raisonnable, responsable de très haut niveau. Et encore une fois, le parcours d'Emmanuel Macron, ça n'est pas de faire du passé table rase, c'est de récupérer ce qui a pu et ce qu'il y a de bien, à son sens, ce qui est bon pour la France, à la fois à gauche et à droite. Pour l'instant, la barre penche plus à gauche qu'à droite, honnêtement. Pour l'instant. Ça veut dire qu'il y aura des prochains ralliements de je ne peux absolument pas vous le dire, et honnêtement, je n'en sais rien aujourd'hui, mais quoi qu'il arrive, ce sont les législatives qui vont être le grand moment après la présidentielle. Je vous laisse avec les questions des internautes. Bonjour Jérôme Mandénon. Bonjour. Bonjour. Attention. Alors ma première question vient d'Annie qui dit « Qu'est-ce que Macron a promis à François Bayrou ou l'inverse ?» Ah ben ça, je ne suis pas dans les secrets de leur conversation. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu de tractation ou de promesses. Il y a, je pense, je ne voudrais pas parler à la place de François Bayrou, il y a simplement un constat de la part de François Bayrou que Emmanuel Macron a occupé un espace entre les partis classiques et que donc il l'a occupé très rapidement et avec beaucoup de talent, et qu'au moment où François Bayrou pense à revenir sur la scène, l'espace est déjà occupé. Ça, c'est une évidence. Je reste dans les promesses avec les parrainages. Quelles sont les tendances politiques des parrains d'Emmanuel Macron ?
Je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé. Moi, je constate simplement que pour un candidat qui n'a pas un grand parti politique structuré, eh bien, les chiffres sont quand même plus qu'éloquents. Il atteint presque les chiffres des deux candidats qui, eux, ont pu s'asseoir sur des partis. Ça montre quand même qu'il y a derrière Emmanuel Macron toute une équipe de jeunes de talent formidables qui ont fait un travail absolument formidable pour obtenir ces parrainages. On est de mémoire à plus de 1800 parrainages. C'est un énorme travail derrière. Justement, restons un petit peu dans les parrainages, avec une question qui était Lila qui demandait tout à l'heure. Par rapport à quelle majorité Emmanuel Macron va pouvoir se rattacher ensuite, s'il est élu? Alors justement, encore aujourd'hui, ne tirons pas des plans sur la comète. Je pense que les législatives vont être, après cette présidentielle, un enjeu important. Oui. Et là, nous sommes en démocratie, c'est le peuple qui va décider, en votant pour les candidats qui vont se déclarer en faveur, qui auront l'étiquette donc En Marche ou en faveur d'Emmanuel Macron, eh bien c'est là que ça va se passer. Vous pensez que vous allez réussir à créer une majorité? Ben c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Je ne peux pas me réfugier derrière mon expérience de 30 ans de politique pour essayer de décrypter ce qui peut arriver, tant Emmanuel Macron est nouveau et peut justement provoquer de nouvelles situations et une nouvelle recomposition politique. Est-ce que vous pouvez envisager qu'il n'y ait pas de majorité pour Emmanuel Macron et qu'on se retrouve dans une situation de toute façon inédite, tout de cohabitation? Tout est envisageable, mais c'est certainement pas à souhaiter. Donc, mais encore une fois, attendons. De nombreux internautes vous interrogent sur la CSG. Est-ce que vous pouvez éclaircir les points ou les propositions autour de la CSG d'Emmanuel Macron? Alors là, je suis désolé de caler devant vous en direct. Sur la CSG, il est prévu une augmentation de la CSG. Oui, je crois qu'en fait, Emmanuel Macron souhaite augmenter l'imposition sur le capital oui. Et baisser l'imposition sur le revenu du travail. Complètement. Ça, mais là, il est dans cette logique-là. Il est dans cette logique-là de redonner un pouvoir d'achat d'abord aux salariés et aux classes moyennes. On est dans cette logique-là aussi quand il propose de supprimer la taxe foncière pour 80% des contribuables. Nous sommes dans cette logique de redonner du pouvoir d'achat clairement, parce que la relance économique, ça passe par, effectivement, un travail en profondeur à la fois sur les relations du travail, faciliter l'embauche, mais aussi sur redonner un pouvoir d'achat aux Français. C'était déjà pas le cas avec la loi Macron, justement? Ça a été un début. Ça a été clairement un début, et il est parfaitement cohérent, et il continue en ce sens. Pietra vous interroge, étant donné que vous êtes juriste, quelle est la grande réforme juridique que fera Emmanuel Macron? Une réforme fondamentalement juridique, puisque c'est une loi, donc oui. Je ne sais pas exactement, je ne vois pas tellement dans quel sens est-ce que... il y a dans le programme d'Emmanuel Macron, sur le fonctionnement des institutions, il y a quand même dans ses propositions, en perspective une réduction du nombre de parlementaires et une réduction du nombre de départements. Simplement, la réduction du nombre de parlementaires, il faut quand même être lucide et ne pas mentir aux Français. Elle peut se faire lors d'un quinquennat, mais elle ne vaudra que pour le quinquennat suivant. Mais dans ces réformes dont on a besoin aujourd'hui, c'est vrai qu'on a sans doute trop de parlementaires. Ça n'apporte rien à la qualité de la loi, ou peut-être au contraire. On n'a pas besoin de cette représentation-là. Quelles sont aujourd'hui les relations avec François Hollande? Aujourd'hui, on a vu Barbara Pompili rejoindre Emmanuel Macron. Le Drian, le ministre. Je n'en sais absolument rien. Donc je ne peux pas vous répondre. Très bien. C'est bon, les internautes n'ont pas d'autres questions directement sur vos sujets. Très bien. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.